Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une étude de 22V Research. Je ne les connais pas plus que ça, mais j'ai trouvé ça assez intéressant dans leur deck justement. Donc j'ai pris quelques graphiques et on va y rentrer dans le détail. Je vais vous afficher à l'écran. Le premier graphique, en gros, c'est ils ont fait un sondage en gros entre quel est le secteur d'activité qui va être le plus performant sur 2023 et ensuite quel est votre autre secteur d'activité qui sera le plus performant. Ça permet d'avoir deux secteurs d'activité. Ce qui ressort le plus, c'est la santé. Donc on voit secteur très défensif et la santé sort également en gros sur le deuxième choix. Donc même ceux qui n'ont pas choisi la santé en premier choix, ils le mettent souvent en deuxième choix. Donc on voit quand même un côté défensif sur ça. Et ça va être très intéressant, vous allez voir, c'est l'histoire du consensus, l'histoire de la psychologie des foules également, et l'histoire des différents biais psychologiques que l'on peut avoir également par rapport à ce qui s'est passé l'année d'avant. La tech également ressort, donc tout ce qui est valeur de croissance, donc ça reste quand même un choix primordial pour beaucoup d'investisseurs, et ensuite l'énergie. Donc essentiellement les hydrocarbures quand on va parler énergie. Et le quatrième, c'est les financières. Et les financières, on voit, sort beaucoup plus en premier choix qu'en deuxième choix. Et voilà, en gros, les quatre secteurs d'activité. Alors c'est très intéressant parce que il y a un peu de tout. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit en gros quel est en fait le mot d'ordre en 2023. C'est la diversification. Diversification, et donc au-delà de juste parler de la rotation entre les values et les valeurs de croissance, on voit qu'on n'est pas blanc ou noir. On est vraiment dans avoir un petit peu de tout. Donc j'ai de la défensive, j'ai de la tech quand même, histoire si jamais il y a un rebond et compagnie, et puis c'est ce qu'on a eu en janvier, ce deck qui doit dater de fin décembre, et ensuite j'ai quand même de l'énergie parce que grosso modo c'est ce qui a marché, et si on est au-delà, si on est un peu plus long terme, on se dit bien que les prix de l'énergie certes peuvent baisser, peuvent désinflater à court terme, mais in fine, on reste dans une démographie mondiale aujourd'hui qui est en croissance. On reste aujourd'hui dans un monde, même si on la joue plus vert et compagnie, dans un monde qui a besoin de plus en plus d'énergie et qui aura besoin de plus en plus d'énergie. Et aujourd'hui, les plus gros consommateurs d'énergie qui sont en croissance, qui sont en Asie, en Amérique latine, sont beaucoup moins regardants que l'Occident sur leur utilisation des hydrocarbures, et on est dans du déficit d'offres parce qu'on est dans du sous-investissement depuis plus d'une décennie. Donc ça ne se change pas du jour au lendemain. Et dans ce tableau, sans surprise, ce que l'on voit, c'est tout ce qui va être immobilier, c'est pas trop regardé. Alors ça va être corrélé avec d'autres sondages. En gros, c'est ce que l'on constate, c'est qu'en gros, tout le monde aime la santé. Les gens sont mitigés sur la tech, c'est normal en règle générale, parce que en gros, comme ça s'est pris une baffe en 2022, vous allez trouver des investisseurs qui se sont pris cette baffe et qui donc du coup veulent surtout dérisquer, veulent éviter le risque, donc ils veulent éviter ce qui a le plus baissé l'année d'avant. Et il y a d'autres investisseurs qui vont au contraire voir dans les purges des opportunités d'achat. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver un petit peu un monde entre deux. Et c'est ce que l'on va retrouver sur l'énergie. Ça a très bien fonctionné en 2022. Et donc ça va être partagé entre ceux qui pensent que ça va refluer, que ça ne peut pas monter jusqu'au ciel, etc. et ceux qui pensent que c'est encore une opportunité long terme. Même chose sur les financières et compagnie. Donc tout ça, en fait, ça ne fait que démontrer en fait la phase de temporisation, la phase de transition de marché et l'économie dans laquelle on est. Et c'est pour ça que vous avez toujours une dualité. Moi, je pars du principe, en règle générale, c'est que quand tout le monde aime quelque chose, c'est que c'est pas là où il faut regarder. Quand tout le monde déteste quelque chose, c'est pas forcément là où il faut regarder. Alors pour du rebond éventuellement, vous voyez là, immobilier, tout le monde déteste. Alors on peut se dire, il y aura peut-être un rattrapage à jouer si on veut être contrariant. Mais en gros, ce qui est souvent le plus intéressant, c'est finalement le ventre mou.
là où il n'y a pas trop de gens qui s'intéressent. C'est très souvent là où dans les années de transition, on va aller chercher un petit peu de la performance. Ce que l'on va retrouver grosso modo aussi dans cette étude, c'est ce qui ressort, c'est les valeurs qualitatives. Ça, il n'y a pas de... Et on veut absolument dérisquer. Donc en gros, là aussi, c'est un biais de perception dans le sens où, parce que 2022, ça a été une année très difficile, forcément, les investisseurs, ils veulent avant tout aller sur des sociétés de qualité. Les sociétés de qualité, c'est quoi? C'est les sociétés qui sont dans la capacité, même dans un monde en ralentissement économique, même dans un monde en inflation, d'avoir du pricing power, d'avoir une capacité justement de continuer à marger, à avoir des profits, à avoir de la récurrence dans ces profits-là. Donc ça, voilà, c'est en gros des sociétés qui ont le moat, qui ont l'avantage compétitif, et même dans un marché en difficulté, qui peuvent avoir la capacité de résister. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, le ventre mou, en fait, si vous voulez, c'est la value et la croissance. On est entre les deux. On voit qu'il n'y a pas encore un départage. Mais ça, c'est assez intéressant et c'est assez normal quelque part parce qu'en fait, on vient de 10 ans de surperformance des valeurs de croissance. Et donc, on a eu des années à peu près mi-2021, 2022, des purges totales sur ces valeurs de croissance-là. Et les généraux, que sont les GAFAM, sont tombés en dernier. Donc, en fait, l'investisseur, si vous voulez, il est partagé. C'est-à-dire que d'un côté, il a peur que ce soit que la fête soit finie parce qu'il s'est pris une tarte pendant l'année 2022, donc il a du mal à redevenir positif sur ces valeurs-là. Mais d'un autre côté, il sort de 10 ans de surperformance de ces valeurs de croissance. Donc on va encore, évidemment, c'est pas en une année qu'on va complètement balayer et passer à 100% en mode value, value, value. Si vous voulez, le consensus ne change pas d'âne du jour au lendemain. Et ces dualités entre valeur de croissance et valeur value, également, les transferts de portefeuille ne se font pas à 0 à 100, c'est pas blanc, c'est pas noir. Et en fait, ce que l'on a vu au début, c'est surtout en fait un petit peu de tout. On commence, si vous voulez, c'est pour ça qu'on est dans la transition, c'est pour ça que j'en parle, et ces transitions peuvent durer. C'est avant qu'un nouveau secteur fasse consensus, ou avant qu'une nouvelle stratégie d'investissement fasse consensus, petit à petit, vous avez besoin d'avoir cette transition. Et là, on est en plein dans cette transition, et c'est ce qu'on retrouve dans ces sondages-là, si vous voulez. C'est parce que 2022 a été une année baissière, on veut éviter les risques, on veut aller chercher de la qualité. Parce que l'année 2022 a permis de la surperformance sur des valeurs value, qui sont essentiellement l'énergie et les financières, on se dit qu'on veut continuer à y aller. Mais parce que les valeurs de croissance se sont pris un tampon, ça fait naître aujourd'hui des possibilités d'opportunités et donc des investisseurs également qui sont intéressés de revenir sur cela, ce qui peut générer les rebonds. Donc c'est là aussi où c'est très intéressant parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on ressort de ça? C'est que potentiellement, à long terme, c'est toujours cet aspect value en effet qui va prédominer petit à petit, mais en fait vous allez avoir des sous-vagues de rebonds sur des valeurs de croissance. Et ces rebonds-là peuvent être au prorata des baisses, mais ne remettront pas en cause la dégradation ou la correction, je dirais, dans laquelle on est sur du plus long terme. En tout cas, pas pour le moment. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Et quelque part, si vous voulez, là-dedans, vous allez reconnaître la transition économique dans laquelle on est également. C'est-à-dire qu'on a purgé les excès, on a purgé le fait et l'adaptation à la hausse des taux, et maintenant on rentre un petit peu dans une stagnation, dans une hésitation, dans une espèce de range également économique où on est en attente d'éléments nouveaux pour se décider. Et ces éléments nouveaux-là, c'est grosso modo, c'est le plus gros de la hausse des taux des banques centrales est certainement passé. On va avoir une période où très certainement on ne va pas bouger parce qu'on va attendre de voir la désinflation, oui, mais à quel rythme? Le ralentissement économique, oui, et à quel rythme? Et ça ne va pas se décider en deux mois, si vous voulez. Et là, ce qui se décide, c'est qu'on joue. On avait eu peur de la récession, on avait eu peur que l'inflation tienne trop le choc. Là, on joue le soulagement sur le fait qu'on n'a qu'un ralentissement économique et la désinflation se fait avec une pente assez pentue. Mais derrière, si vous voulez, vous pouvez très bien avoir des sous-vagues où on se retrouve avec des éléments, justement, où on se dit la pente de l'inflation, de la désinflation
n'est plus aussi pentue, donc un peu moins d'inflation. Et derrière, sur le ralentissement économique, on va commencer également à se poser des questions sur sa durabilité et sa force. Sur cette vidéo, ils font un tableau qui résume assez bien ce qu'on s'est déjà dit ces précédentes semaines. Et pour moi, c'est un élément qui est aussi important. C'est en gros, ils vont favoriser les valeurs qui ont un pricing power, donc en gros les valeurs de qualité, les valeurs qui ont de la récurrence dans le revenu, qui sont capables de résister même dans des périodes de récession. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que donc on joue quand même l'aspect dual de diversification dans les portefeuilles en intégrant des valeurs défensives, mais en conservant également pas mal de cycliques, notamment les financières et les valeurs énergétiques également. Donc on continue de jouer ces aspects-là, et je serais tenté de dire que toute correction sous couvert de la récession à moyen terme sur ces valeurs cycliques et ces valeurs value doit être vu pour l'investisseur de long terme comme une opportunité d'accumuler ou de rentrer. Et pour les valeurs de croissance, les valeurs technologiques, ben en gros, c'est de jouer à un moment donné sur des soulagements, comme on a déjà depuis le mois de janvier, de jouer sur des soulagements, justement, un retour sur des valeurs technologiques et de croissance, mais dans l'idée, si vous voulez, d'une sous-vague, c'est-à-dire d'un prorata, pas d'une relance de la tendance haussière que nous avons connue ces 10 dernières années. C'est trop tôt pour le dire, et ça ne se fera pas en une seule étape à mon sens. Et donc on rentrera, une fois qu'on a joué ces éléments-là, on rentre dans une espèce de melting pot, de transition dans des constructions qui nous permettront ensuite, lorsqu'on en sortira, à nouveau de favoriser le côté value ou le côté croissance selon la dynamique qu'on aura sur l'inflation, le ralentissement économique et la politique des banques centrales. Il y a un point également dans l'étude qui est très important, c'est on parle souvent, et vous avez beaucoup de personnes qui vont vous dire il faut investir dans les dividendes, etc. Bon, moi je vous ai déjà donné mon point de vue sur le fait que le dividende pour moi c'est cherry on the cake, donc la cerise sur le gâteau. On achète une valeur pour une entreprise pour se caler, etc. Et avant tout pour la tendance. Le dividende vient par-dessus, quelque part, mais surtout, il ne faut pas omettre, et je vois beaucoup de personnes qui continuent de partager des graphiques en partageant le niveau de dividende du S&P 500, donc qui doit être aux alentours, je ne sais pas, de 2 ou 3% de dividendes, et le fait que les obligations long terme actuellement payent plus de 3%, et donc explique que les actions ne sont plus du tout intéressantes, parce que du taux sans risque dorénavant, vous payez plus que de risquer votre mise en bourse pour avoir finalement un dividende qui est inférieur. Alors première erreur, évidemment, c'est que le S&P, ces 10 dernières années, a intégré énormément de valeurs technologiques. Alors avec la purge ces derniers mois, la part de ces valeurs technologiques a pas mal baissé, mais c'est quand même important, et ces valeurs technologiques ne payent pas beaucoup de dividendes. Autre point également, il y a beaucoup de personnes qui parlent des dividendes aristocrates, qui sont en fait de sélectionner des entreprises qui payent des dividendes réguliers, et ce depuis 20 ans, 25 ans. Ben, il faut vous dire que si ces entreprises-là sont capables de payer ces dividendes-là sur 25 ans, c'est bien parce qu'elles gardent beaucoup d'argent qu'elles ne reversent pas en réserve. Et donc, sur les mauvaises années, elles sont capables de continuer à vous payer du dividende parce que sur les bonnes années, elles ne vous ont pas tout redistribué. Donc, c'est là aussi où il faut faire attention à pas s'enfermer dans ces politiques dividendes en se disant si ça paye du dividende depuis 25 ans, c'est forcément de la bonne qualité. En fait, vous avez surtout un mastodonte, et les mastodontes, si vous voulez, peuvent également finir par être des pieds d'argile, et il ne faut pas jamais sous-estimer votre perte de capital par rapport aux dividendes, ça vaut tout simplement pas le coup. Mais pour moi, le point essentiel, et on le voit sur le graphique ici, c'est bien de comprendre que finalement, ces 10 dernières années, le paiement et le retour à l'actionnaire, c'est surtout fait par du rachat d'actions plutôt que par du dividende. Donc, plutôt aujourd'hui que de dire les marchés boursiers payent moins de dividendes que ce qu'ils payaient avant et donc sont moins intéressants que l'obligataire, c'est d'une part intégrer le fait on sort potentiellement de 10 ans de hausse des valeurs de croissance qui payent des dividendes moindres, prendre également en considération que le retour à l'actionnaire ces 10 dernières années, par effet de mode, mais surtout par nécessité financière, c'est fait par rachat d'actions, plutôt que par dividende. Donc il faut également, quand on compare ce qui est comparable, il faut donc intégrer ces rachats d'actions qui sont toujours très importants. Alors ils vont se réduire évidemment, mais qui sont toujours très importants et qui ont été un moteur également
des marchés boursiers. Donc il ne faut pas sous-estimer ce point-là. Et là, sur ce tableau ici, vous avez justement le partage entre les dividendes qui sont payés et les rachats d'actions. Et vous voyez que la part de rachat d'actions selon les secteurs d'activité est soit à moitié, soit bien plus importante que la part de dividendes. Donc il ne faut absolument pas sous-estimer lorsqu'on intègre cela à qu'est-ce que rémunère aujourd'hui un marché boursier. Il ne rémunère pas que sur des dividendes, il rémunère aussi beaucoup sur le rachat d'actions avant donc de dire que l'obligataire est une alternative, ce qui est potentiel, mais avant de faire la volte-face, comme je vous ai dit, tout ici est question de mesure et 2023 pour moi est une année de temporisation et je ne pense pas qu'il faut avoir le curseur à 0 ou à 100 et comme on le voit, on va jouer les deux. De la même façon que je vous avais dit, tiens, sur le dernier rapport de Bank of America, il voulait jouer la baisse des marchés début d'année, la hausse des marchés fin d'année sur le fait que la Banque centrale commencerait à baisser ses taux, etc. Et en fait, l'idée c'était de jouer l'inverse, c'était de jouer la hausse du marché sur la première partie de l'année et potentiellement la baisse sur la seconde partie de l'année. Et donc c'est bien important aujourd'hui de bien comprendre, si vous voulez, que ce que le marché est en train de jouer aujourd'hui et ce qui fait consensus aujourd'hui, et là où tout le monde est d'accord aujourd'hui, ben, ça a pris sa genèse en octobre, là où ce n'était encore que l'hypothèse de travail et où ce qui faisait consensus, c'était toujours la récession et le monde inflationniste qui colle et l'inflation qui ne baisse pas. Donc il faut éviter, si vous voulez, autant on n'est pas été dans un excès, autant aujourd'hui on rentre dans l'excès. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'élastique, c'est la sinusoïdale. Et aujourd'hui, et dans ces prochains mois, je pense que l'on va justement trouver le juste milieu. Ce qui va nous permettre d'avoir les constructions. Et c'est là qu'on pourra avoir une idée beaucoup plus claire de la prochaine tendance à jouer. Voilà, j'espère que la vidéo était claire, vous a permis un petit peu de cerner un certain nombre d'éléments. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Et je vous remercie par avance de vos commentaires. Salut les graphes, à la prochaine vidéo.